Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Baptiste. Je suis président cofondateur de l'association Utopia, qui est une association citoyenne qui mène un travail de recherche sur la thématique des plastiques. Notre objectif, ça a été de répondre à 3 questions assez simples. Quelle est l'ampleur du problème plastique? Quelles sont les tendances de son évolution passée? Et quels sont les enjeux futurs qui risquent d'apparaître si on ne fait rien? Donc voilà, l'association Utopia. Donc notre objectif, c'est de soutenir l'engagement citoyen, d'éduquer à l'environnement et de promouvoir de nouveaux modèles. Parce que la question plastique, contrairement à la question carbone, c'est une question qui a été prise en considération relativement tôt, plutôt il y a vers 5-6 ans. Et donc en fait, on a très peu de recul. D'autant plus que le matériau plastique, c'est un matériau éminemment complexe. Il y en a qui fondent, il y en a qui fondent pas, il y en a qui coulent, il y en a qui coulent pas, il y en a qui sont résistants à l'électricité. Enfin, ils ont toutes les propriétés. Et donc en fait, quand on va essayer de les aborder, ça va être très compliqué. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à trouver des modèles simples, efficaces, pour arriver à comprendre la thématique, comprendre les impacts, et arriver à établir des KPI, des indicateurs de performance pour réduire l'impact, et utiliser au mieux ces plastiques qui ont leur utilité, mais dont on a eu la fâcheuse tendance en fait, à utiliser un peu sans trop y réfléchir. Ah merde, je me trompé là. Mais l'enjeu, dans un premier temps, on verra un peu l'histoire des plastiques, ensuite l'évolution de l'industrie, et après on verra les impacts. Donc déjà, c'est quoi un plastique? Plastique, ça vient de plastein en grec, qui veut dire moulé. Il répond relatif au modelage. Il répond tellement bien à sa définition qu'il s'est moulé à toutes nos industries, à toutes nos pratiques de consommation, et il s'est même moulé à notre environnement, puisqu'on le retrouve aujourd'hui dans les mers, sur la terre, dans les montagnes, et même dans l'espace, quand on regarde les déchets spatiaux. Donc, en fait, c'est plutôt relatif à une propriété, ce qui est assez étonnant. Un plastique, en soi, si on veut aller du côté ingénierie, on va appeler ça un polymère. Un polymère, ça vient de poly, qui veut dire plusieurs, et mère, unité. En fait, c'est la même unité de molécules qu'on va répéter X fois pour faire une espèce d'énorme spaghetti moléculaire et dont il va y avoir plusieurs longs spaghettis qui vont se mélanger les uns aux autres et qui vont former une boule. C'est ce qui fait la résistance du plastique, c'est qu'en fait, il est en boule comme un nœud de cheveux qu'on n'arrive pas à démêler. Et quand on va le chauffer pour certains, les cheveux, c'est comme si on va rajouter du shampoing, et ils vont passer les uns sur les autres. Et puis ils vont fondre, ils vont passer à l'état liquide, ce qui va permettre en fait de fondre le plastique. Mais sauf qu'il y a certains plastiques qui ne fondent pas, et donc ils vont cramer. et donc voilà. Donc en fait c'est un type de molécule. Ce type de molécule, on va le retrouver dans la nature. Par exemple, les protéines, ce sont des polymères. L'ADN, c'est des polymères. L'ADN, c'est une chaîne circulaire qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des superbes propriétés. Le gros enjeu, c'est au niveau de leur dégradation. Et ça, on le verra à la fin. C'est qu'ils ont les défauts de leur qualité. Donc le plastique, c'est aussi un marché. C'est un marché, quand on regarde le marché du recyclage au niveau mondial, 53 milliards de dollars. Le marché du plastique, c'est 568 milliards de dollars. Qui, du coup, un marché qui est à peu près relatif au marché de l'armement. Armement, mais pas de la défense. Je tiens à faire la différenciation, parce que le marché de la défense, il est plutôt à 2000 milliards de dollars. Donc d'ailleurs, le marché de la défense est au même niveau que l'industrie de la gestion des déchets. Et donc là, l'industrie de la gestion des déchets, au niveau mondial, c'est 2000 milliards de dollars. Même s'il n'y a pas que des plastiques dans l'industrie de la gestion des déchets, ça en fait partie. Donc autant dire qu'il y a quand même de forts capitaux qui gravitent autour de ces enjeux-là. Donc ce n'est pas des questions neutres. Le plastique, c'est aussi un volume. C'est aujourd'hui 368 millions de tonnes qui sont produits chaque année. C'est à peu près autant du coup que du papier carton, mais pas avec la même durabilité. Et c'est un peu au-dessus que le soja et la viande, et on produit 140 millions de tonnes de verre par an. Pour vous donner vraiment une échelle de grandeur, parce que souvent quand on parle plastique, on a un peu du mal à le positionner là-dessus. Et ça, c'est sa courbe de production. Moi, j'aimerais bien avoir une start-up comme ça. Ça serait pas mal. Donc on commence, les plastiques, ils ont été inventés par là, puis après, on a réussi à bien les mettre en œuvre dans les années 60-70, puis on a vraiment trouvé leur bon secteur, leurs bonnes applications pour arriver sur une belle courbe. Et donc depuis les années 2000, on a produit autant de plastique que depuis leur création, et on reste sur des bonnes projections à hauteur de 8% par an. Et en même temps, quand on verra leurs propriétés, c'est à peu près normal en fait. Quand on regarde les marchés individuellement, on voit qu'ils ont leur utilité. Et donc aujourd'hui, la répartition, donc ça c'est les chiffres de Plastique Europe, c'est de la construction,
de l'automobile, du matériel électrique et électronique, des produits domestiques, de l'agriculture. C'est beaucoup de secteurs d'activité. Donc si demain le plastique on ne l'utilise plus, c'est tout un pan de notre activité industrielle et en soi tous nos produits qui s'effondrent. Bon, c'est aussi 40% d'emballage, à savoir que ces 40%, c'est à peu près moitié des emballages finaux qu'on va retrouver dans l'agroalimentaire et moitié des emballages type film palette, sous-produits, etc. Mais le secteur de l'emballage est un secteur très très particulier parce qu'en soi, c'est un produit qui va servir. C'est pas un produit final, en soi, c'est un produit qui va emballer. Mais ça les sert, enfin, ça sert ceux qui ont publié ces chiffres-là, qui sont Plastic Europe, là-dessus parce que ça met le point sur le consommateur. Mais donc l'enjeu, c'est là on a notre situation aujourd'hui. Comment on en est arrivé là? Parce qu'en soi, on dit souvent c'était mieux avant il fallait le faire. Mais bon, j'ai l'impression que parmi toutes ces gens-là, il y a très peu de personnes qui savaient comment est-ce qu'on faisait avant en fait. Avant, on avait les plastiques semi-synthétiques, au tout début de l'ère des plastiques. Avant, on utilisait des matériaux naturels. On utilisait notamment de l'ivoire pour faire les pommeaux de canne, on utilisait les dents des baleines pour faire les baleinières dans les soutiens-gorge ou pour les parapluies. On n'utilisait pas vraiment de colle, on utilisait du goudron pour imperméabiliser les vestes, jusqu'au jour où on a réussi à mettre en forme le caoutchouc au niveau vers 1850, par un ensemble de procédés dont je vais vous épargner les détails. On a pu faire du caoutchouc et de l'ébonite. Donc d'un côté on a pu faire des pneus, l'ébonite a servi à faire de stylos, des choses comme ça, donc c'était intéressant et surtout c'était un peu moins cher. On a pu faire à partir de cellulose, on a pu faire des celluloïdes pour remplacer l'ivoire. Donc ça a évité de tuer des éléphants, donc c'était cool et en plus c'était moins cher. À partir de cellulose, on a pu aussi faire les premiers textiles synthétiques, donc notamment la viscose, la rayonne. Donc c'est ce qui a permis le début un peu du prêt-à-porter notamment. Et puis on a pu faire de la caséine qui a pu faire une très très bonne colle qui permettait notamment de faire les premières ailes des avions dans la Première Guerre mondiale. Donc en fait, la caséine jusque dans les années 60 avait été autorisée par l'aviation européenne en tant que matériau de colle pour coller les fuselages et autres. Apparemment la nourriture des vaches a évolué et du coup la caséine n'a plus les mêmes propriétés. À voir où se cache le vrai du faux. Et là on a une magnifique machine, le masticateur, qui permettait de faire le caoutchouc à l'époque, dans les premières éléments. Donc c'était des plastiques semi-synthétiques, ils avaient une vraie utilité, ils répondaient à un besoin dans une société qui avait très très peu de matériaux quand même. Enfin des matériaux qui étaient compliqués et puis des produits qui n'étaient pas si sophistiqués que ça. Le parapluie c'était pour les gens qui étaient extrêmement riches, faut aussi s'imaginer ça. Et puis sont apparus les nouveaux plastiques, les plastiques synthétiques qu'on connaît, qui sont comme on le dit par exemple à base de pétrole, mais à l'époque c'était principalement à base de charbon. Donc c'était à peu près 70% charbon, 30% pétrole. Et après on a renversé la tendance post-Seconde Guerre mondiale, notamment grâce aux États-Unis. Et donc là on a l'invention, bon, on ne voit pas, il y a une petite courbe, ici à 1890, 1900, 1910, ah bah voilà. Donc là on a vraiment l'invention des plastiques qu'on connaît. Le PMMA c'est du plexiglas. Le PS, c'est du polystyrène, tout le monde connaît. Le PVC, ça c'était du PVC souple à l'époque, mais voilà. Le polyacrylique, qu'on connaît donc l'acrylique. Le polyuréthane, donc ça c'est les mousses. Le LDPE, les époxys. Donc en fait, jusqu'aux années 50, on a tout inventé. Vous voyez la tête de la courbe? On est quand même sur une belle augmentation. Tout à l'heure, quand on a vu la production de plastique, on était à ça. Donc en fait, il faut voir les rapports d'échelle aussi. Donc en fait, on a découvert ça, on les a utilisés un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a surtout permis d'avoir des gros investissements pour faire des structures productives suffisamment importantes et aussi pour répondre à un besoin de fournisseurs, notamment le caoutchouc. Comme le Japon avait rejoint l'Allemagne, en fait, on a coupé l'approvisionnement en caoutchouc naturel de la part de l'Asie, donc il a fallu vite trouver un substitut. Donc on a trouvé le caoutchouc synthétique. Et puis on était en pénurie, donc il a fallu trouver des éléments. Donc il y a eu des gros investissements qui ont fait. D'ailleurs, la production de caoutchouc synthétique post-Seconde Guerre mondiale a dépassé la production de caoutchouc naturel avant la Première Guerre mondiale. Donc en fait, on découvrait les propriétés de ce matériau qui était à peu près magique parce qu'il arrivait à faire des choses qu'on n'arrivait pas. On arrivait à le produire localement, ce qui est ouf, parce qu'on n'arrivait pas à produire de caoutchouc en France ou en Europe. Et là, pour une fois, on arrivait à prendre du pétrole, prendre du charbon et produire des matériaux exceptionnels, mais à la maison. Donc exceptionnel dans un monde qui est en guerre.
Et donc en fait, c'est là qu'on a commencé à se lancer dans la grande aventure plastique. Là, on a les différents secteurs économiques. Donc le textile, l'industrie, donc la machinerie industrielle, les produits de consommation, l'électrique électronique. Donc ça, c'est la répartition des plastiques à travers le temps et comment est-ce que ces secteurs sont allés. Et ils ont trouvé de plus en plus leur importance. Et donc pour vous donner un peu, sortir de cette Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se concentrer? Par quoi est-ce qu'on a commencé? On a commencé par l'industrie textile, qui était déjà prête en fait à cette petite transformation, puisqu'il y avait les textiles artificiels qui étaient auparavant présents avec la viscose, etc. Donc on avait appris à faire du multifibre, moitié fibre synthétique, moitié fibre artificielle, moitié fibre naturelle. Et donc la structure productive était prête. Et donc là, on a les chiffres de Dupont de Nemours, qui était le plus grand producteur de plastique post-Seconde Guerre mondiale, avec ses usines aux États-Unis. Et les États-Unis produisaient les 3/4 de la production au monde, donc en soi, ça représente assez bien. Donc on voit que c'était vraiment les textiles, l'industrie auto, l'industrie chimique, tout ce qui est les emballages, c'est pas énorme encore. Il va falloir attendre son temps, parce qu'avant, il faut maîtriser les technologies. Et donc en fait, Roland Barthes le dit assez bien dans son livre Mythologie en 1957, à l'étendue des transformations, l'homme mesure sa puissance, l'itinéraire même du plastique lui donne l'euphorie d'un glissement prestigieux le long de la nature. La hiérarchie des substances est abolie, une seule les remplace toutes, le monde entier peut être plastifié et la vie est elle-même. On est en 1957. Deux éléments ont été mis en avant dans cette citation. Le premier, c'est que la hiérarchie des substances est abolie. Donc, les différents matériaux traditionnels qui, pendant des milliers d'années, ont été courants chez les humains, ont perdu toute leur hiérarchie par l'apparition de ce matériau magique. Deuxième élément, le monde entier peut être plastifié. On commence à se rendre compte qu'il y a des enjeux, que même les industries se plastifient et qu'en fait, le plastique devient un élément de la modernité, l'élément de la modernité. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va donner. Ça, c'était il y a 70 ans. Et donc ensuite, ce matériau magnifique qui a détruit, qui a bouleversé ce monde, c'est parfaitement adapté à l'ère de la consommation de masse. Donc, comme je l'évoquais un peu plus tôt, là, on a l'apparition des textiles synthétiques. Ça, c'est un petit graphique de 1900 à 1950. Quand j'évoquais que la structure industrielle s'était adaptée, en fait, là, on a la production de soies artificielles qui sont des soies en plastique, mais à partir de cellulose, comme on connaît d'habitude. Donc l'industrie était prête. Elle a pu s'adapter. Mais pour vous donner une échelle, en tout cas, des volumes, on commence à révolutionner chacun des secteurs. Ça a baissé les coûts, ça a permis d'obtenir du prêt-à-porter, ça a permis d'offrir aussi aux femmes, et beaucoup aux femmes à cette époque-là, en tout cas, des produits accessibles. Ça a vraiment révolutionné les secteurs. Et on voit vraiment qu'on a une révolution. En 1960, les fibres synthétiques dépassent le volume des fibres artificielles, et le volume des fibres naturelles. Pour ensuite rester un peu kiff-kiff pendant quelques années, mais avec une explosion aujourd'hui. On voit que là, tout un secteur s'est transformé. Ils ont adopté des nouvelles machines, ils ont changé leurs matériaux, ils ont adapté leur marketing. Dans le secteur automobile, on a une part, ça c'est le rapport, le pourcentage de plastique qu'on a dans une automobile et son évolution de 1962 à 1990 dans les différents modèles. Donc on passe de 2% avec la Renault 4 en 1964, avec la Fiat Tipo, on est à 12%, aujourd'hui on est à près de 22 à 25% de plastique. Ce plastique, il est utile, il est plus léger, etc. Mais il a un gros enjeu, c'est qu'au niveau du recyclage, aujourd'hui ça pose beaucoup de problèmes. Un peu après. En tout cas, là, ça montre que vraiment, le plastique a été un élément clé de la production. Là, on est sur la production automobile. La production mondiale d'automobiles depuis 1900. Donc là, il faut imaginer le double effet, l'effet valeur et l'effet volume. On a un effet valeur, donc on passe de 2% de plastique à 12% de plastique. Et puis on passe à une production automobile qui, je ne sais si je peux arriver à... Je pense que le graphique parle de lui-même, en tout cas, ça explose dans tous les sens. Ça, c'est les chiffres de production par pays. Donc ces chiffres-là permettent de comprendre les grandes courbes qu'on a vues. C'est vraiment ça aussi, l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une augmentation. On a aussi une augmentation en raison du milieu médical, du secteur médical. La seringue à usage unique, c'est 1954. Le fil de suture en polypropylène, 1955. L'usage des poches iodées dans le secteur médical à usage unique, 70. Grande chirurgie à usage unique, 70. Ce sont des transformations lentes, mais qui sont particulièrement déterminantes parce qu'il y a un système logistique, il y a un système opérationnel qui se met en place
et qui va transformer les savoir-faire. Parce qu'en 50 ans, on a oublié comment faire un système avec du verre. C'est quand même impressionnant. Et pourtant, ça porte des coûts. Mais en tout cas, se rendre compte que ces transformations, elles ne sont pas si vieilles que ça. Elles ne sont pas si vieilles que ça. Et avec une consommation, donc comme on disait, effet valeur, effet volume, avec une consommation de soins qui augmente. Donc là, ça, j'ai pris la demande de radio en France de 1956 à 1965 pour montrer qu'on a quand même de plus en plus chez le médecin. On consomme de plus en plus de soins. Donc à la fois, il y a de plus en plus de plastique chez le médecin et en plus, il y a de plus en plus de soins. Dans le domaine de l'agriculture, on a ce qu'on appelle la plasticulture. En 1948, on invente les premières serres en polyéthylène. En 1997, c'est 700 000 tonnes qui sont consommées en Europe. Et en 2017, c'est 1,7 million de tonnes. Donc là, encore une fois, on a un effet volume pour une population qui augmente, mais pas tant que ça non plus. C'est la Chine principalement qui a augmenté sa population sur cette période-là. Dans le bâtiment, on en a parlé avec l'organisateur de la réunion, mais on l'utilise de plus en plus pour l'isolation, pour la plomberie en PVC. Parce que le plomberie en PVC, c'est 1960. L'équipement électrique. Parce que les fils recouverts de plastique, en soi, c'est avant le XPLE, donc c'est dans les années 50, 60, 70, plutôt 70 d'ailleurs. Avant, on utilisait, c'était pas forcément des fils recouverts, et surtout dans les maisons en 1930, et puis c'était de la basse tension, où les maisons n'étaient pas forcément équipées. C'est de l'équipement. Ça, c'est l'équipement ménager. Fer à repasser, aspirateur. En fait, c'est de la consommation. C'est de la consommation pure et dure. Et en fait, le problème du plastique, et c'est ce qu'on verra, c'est pas forcément le problème du matériau. C'est une consommation effrénée avec un taux d'équipement qui dépasse tous les records. Enfin, moi aussi je veux une start-up comme ça. Ça c'est pas mal. Avec un tonnage d'équipement, donc là on était jusqu'à 1998. Si on reprend la courbe après, en 70 jusqu'à aujourd'hui avec différents équipements. Je vous épargne les types d'équipements, sèche-linge, ça c'est à la fois des produits blancs, des produits gris. C'est plutôt les tendances de courbe. Et avec un pouvoir d'achat qui augmente. Les prix baissent. Le plastique baisse. Le plastique permet d'éviter des matériaux nobles. Il permet aussi des propriétés qui sont très importantes. Il permet des sécurités qui sont meilleures. Tout ça, ça se retranscrit derrière sur la consommation. Donc on a des ménages qui ont un meilleur accès à la consommation, qui ont plus de revenus grâce aux 30 Glorieuses, ce qui explique forcément ces chiffres. Mais il faut se rendre compte, encore une fois, de quelles sont les transformations passées pour savoir ce qui va arriver demain. Ça, ça aujourd'hui, on le prend pour acquis. C'est pas du tout acquis. On a des changements de comportement. On va de plus en plus du magasin d'alimentation en petite surface à l'hypermarché, qui doit fonctionner sur un système de distribution généralisé, où l'emballage est quand même bien pratique, parce qu'il permet des gains d'échelle nécessaires à l'investissement sur de grandes surfaces. Et on a des produits qui évoluent. Les huiles alimentaires, on a du verre et du métal. On va se tourner plutôt sur des plastiques à 3 ou 5 couches. Des produits d'hygiène qui évoluent. Donc la toile de jute qui pouvait garder différents éléments, les ballots de poste, les ciments, etc. Et tout ça, on va le remplacer par le plastique, ou le dentifrice, etc. Donc on a un changement total des habitudes de consommation, des modes de production, des niveaux d'équipement qui nous permet d'expliquer ça. Parce que ça sort pas de nulle part. On peut le critiquer autant qu'on veut. Ça, c'est une réalité. Et c'est la réalité de différentes transformations qu'on a vues par le passé. Et cette réalité, elle s'est transformée en ça qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette répartition. Voilà pourquoi est-ce qu'on en arrive avec des chiffres qui ressemblent à peu près à ces niveaux-là. Bon, ces chiffres peuvent même être discutables si jamais on va vraiment dans le détail, mais ça nous suffit. En soi, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment magnifique, hein, si c'était tel quel. Une consommation qui augmente, des équipements qui sont bien, qui se perfectionnent avec des logiques de meilleur en meilleur. Vraiment, c'est pas trop mal. Le gros problème, c'est que voilà, on va se retrouver avec des types de plastique, PET, PVC, PS, PP, HDPE, qui augmentent en volume de manière exponentielle, qui sont extrêmement différents, avec en plus une super catégorie qui s'appelle Other, qui est la grande famille des personnes qui sont les autres. Et donc, ça va falloir gérer ces nouveaux matériaux, il va falloir gérer ces nouveaux éléments quand on va arriver à la phase déchets. Le gros enjeu de la phase des déchets, c'est de capter les flux dans une logique de dispersion,
Parce que là, on était sur des biens de consommation, donc les automobiles. Chaque personne a 1 à 2 automobiles. Les personnes, ils ont ils ont un frigo, un congélateur, ils ont un micro-ondes. En fait, ils ont un équipement qui est réparti sur 60 millions de Français, avec parfois une consommation régulière d'emballage et autres. Donc il faut arriver à capter ces flux. Investissement impossible, enfin, en vrai, si quelqu'un nous regardait depuis les années 30 et qui voyait notre système de captation de flux, il serait impressionné. Il faut arriver à les gérer, parce que c'est pas tout de les capter, on peut tous les enfouir. Derrière, il faut arriver à les gérer. Donc, il faut arriver à les gérer de manière propre, de manière efficace, avec des structures, il faut les trier, etc. Il faut trouver des exutoires, parce que ça suffit pas. Autant avec le métal, on va arriver à le vendre à un bon prix, autant pour le plastique, aujourd'hui, comme son prix il est sur le pétrole, et que le pétrole il est quand même bien soutenu par un peu tout le monde, eh le prix des matières recyclées est inférieur au prix des matières vierges, pour des propriétés moins bonnes. Donc on a un triple problème, en termes opérationnels, et là on n'est même pas sur les problèmes hautes. Mais sur l'opérationnalité, c'est déjà un gros enjeu. Et là se pose la question, et on peut commencer à aborder la question des coûts. C'est-à-dire que les avantages qu'on a vus jusqu'à présent cachaient un coût logistique, opérationnel, de fin de vie, de gestion, qu'on aperçoit petit à petit, mais qui cache son nom. Donc on a un début de prise en charge, un début de pensée, un début de problème en 75 avec la loi sur les déchets, mais bon, peu de choses ont été mises en place. En 75, il a vraiment fallu attendre la filière REP en 92, et puis la loi sur les déchets, je crois que c'était la loi de 91 en Europe. Donc les filières REP se mettent petit à petit en place. Pour ceux qui ne le savent pas, les filières REP, ce sont des filières à éco-contribution. Donc pour chaque achat d'un produit, on va payer une écotaxe auprès d'un organisme tiers, qui n'est pas un organisme d'État, qui a la charge de s'occuper de la gestion de la déchet en fin de vie. Mais bon, ça pose des enjeux. Notamment comme éco-emballage qui a évolué d'ailleurs, qui s'appelle Citeo, maintenant. Et donc, là, on voit un peu l'évolution de la quantité d'ordures ménagères qui suit cette évolution de la production. Donc on a une bonne évolution de la quantité d'ordures ménagères, avec une évolution de sa composition quand même, parce qu'avant on avait beaucoup de déchets verts, on avait beaucoup d'éléments comme ça, on se retrouve avec de plus en plus de multicouches, d'éléments compliqués, et puis là on a l'évolution du nombre de déchetteries de 1990, donc jusqu'à arriver à un point de saturation, auquel on est toujours à peu près aujourd'hui, parce que ça va être compliqué de multiplier les déchetteries, donc ce qui fait qu'on exporte nos déchets, on n'est plus capable forcément de les gérer, on les exporte. Donc, tout ça, ça a un petit enjeu, c'est que ça va se répercuter sur les coûts. Et ces coûts, qui les supportent? Ces coûts, c'est les ménages, c'est les entreprises, c'est un peu les administrations publiques, mais on voit que dans le lot, c'est quand même pas mal les entreprises, c'est quand même pas mal les ménages. Et la courbe encore aujourd'hui, je pense qu'elle va quand même aller pas mal à la hausse dans les prochaines années, au vu des différentes réglementations ou des différents enjeux environnementaux qu'on va pouvoir déterminer. Et donc, qu'est-ce qu'on se retrouve dans ces poubelles? Comment a évolué le contenu de ces poubelles? On a des briques alimentaires, papier et carton, et on a 15% de plastique. Parce que quand on parle de déchets, une poubelle n'est pas remplie à 100% de plastique. Il faut se dire que dans cette évolution, on a 15% de plastique, alors qu'il y a 30 ans, on n'en avait quasiment pas. Et ces plastiques-là sont vraiment problématiques. Alors papier et carton, plus facile à recycler. Et puis bon, 15% de refus de tri, et dans les refus de tri aussi, on se retrouve avec un certain nombre de plastique. Donc avec la majorité des OMR, si on fait une caractérisation en termes de contenu, donc les ordures ménagères résiduelles, c'est des sacs poubelles, des autres sacs plastiques, des films, des bouteilles, des emballages, des couches bébés qui sont difficilement recyclables. Voilà. Donc on a des plastiques, des textiles et puis tout ce qui est composite. Les emballages de textiles de liquide alimentaire, les autres emballages composites comme par exemple l'alimentation pour les chiens, les sacs à croquettes là. C'est du polystyrène en extérieur, c'est du PP à l'intérieur pour éviter le transfert d'additifs, puis tous les petits appareils électroménagers, etc. On a une composition très diverse, et comme on l'a vu, il y avait plein de résines, et toutes ces résines ne se recyclent pas de la même manière. C'est comme si, comme on l'évoquait dans la question des matériaux, c'est comme les polymères, c'est une grande famille. On a d'un côté, par exemple dans la famille des métaux, on va avoir le fer, on va avoir le bronze, on va avoir voilà, plein de choses différentes. Et de la même manière, chez les polymères, on va avoir le PE, etc. Et comme le fer ne fond pas à la même température que le bronze et ne fond pas à la même température que l'or, le PE ne va pas se fondre à la même température que le PP, ne va pas fondre à la même température que le PS. Et ça va créer beaucoup de problèmes
sur la gestion en fin de vie. Parce qu'on ne peut pas tous les avoir en mélange. Donc il faut les trier, il faut les laver, il faut les préparer. Et on ne peut pas juste les foutre en mélange, ça serait trop beau. Donc comment est-ce qu'on va les traiter? On les traite... Enfin ça c'est les déchets en général, parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui il y a très très peu d'études sur le matériau plastique en tant que tel. Donc si on veut traiter du matériau plastique, en termes de déchets, on est obligé de traiter des OMR. Ça c'est plein d'informations qu'on a recoupées pour essayer de donner vraiment une image en mode snapshot de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le plastique. Donc là on a un traitement... La majorité des OMR sont quand même traités en incinération, en traitement organique, mais ça c'est pour tout ce qui est organique hein, dedans. Puis on va le stocker, donc il faut se dire que voilà, la majeure partie des plastiques, sachant que les OMR, c'est pas le tri. Hein. Ce qu'on a vu juste avant, ce qu'on a vu ici, merde. Ce qu'on a vu ici, c'est pas du tri. Ça, c'est la poubelle noire. C'est pas la poubelle jaune. Et ça aussi, c'est la poubelle noire aussi. Donc ça veut dire que tout ce qu'on met là-dedans, les couches poubelles, les briques de enfin, qui se sont trompées, tous ces éléments-là, ça va en incinération, avec parfois valorisation de mâche-fer. Mais les mâches-fer, c'est les résidus de l'incinération. Mais il y a une vraie problématique en fait d'accumulation et de mauvaise gestion difficile d'un matériau qui est de plus en plus problématique, dont on a vu les trois éléments: capter les flux, gérer les flux, trouver des exutoires. Toujours la même problématique. Et on a, au milieu de la planète, 79% des plastiques qui sont mal gérés quand même. Donc il faut imaginer la courbe qu'on a vue tout à l'heure qui part en flèche. Il faut se dire que les 79%, ils sont mal gérés, c'est-à-dire qu'ils vont dans des décharges à ciel ouvert, dans la mer, dans la montagne, etc. Et ils vont avoir pas mal de problèmes, parce qu'on va avoir la fuite de nos plastiques. Ces plastiques, comment ils fuitent? Comment ces 79% ils se retrouvent dans la nature? Parce qu'en soi, tout le monde jette pas comme ça. Déjà, il y a par l'utilisation de nos produits. Au fur et à mesure d'avoir des produits qui sont composés à majorité de plastique, quand on va les utiliser, ils vont se dégrader. Un pneu neuf par rapport à un pneu usagé, c'est 2 kg. Où est-ce qu'ils sont passés ces 2 kg? Ils sont passés aux abords des routes. De la même manière, une poche à huîtres, aux aléas des tempêtes, ou quand on va la taper pour la retourner, parce qu'une poche à huîtres, il faut la retourner tous les 6 mois, ou un peu moins je crois, mais pour avoir la bonne forme, quand on va la taper, ça va faire un peu de mouvement. Donc ça va se dégrader, ça va directement dans la nature. De la même manière, ou sinon quand on lave au Karcher sa maison, où il y a de la peinture de maison en acrylique, on va en retirer. Ou quand le marquage au sol, par exemple sur les routes qu'on a, tous les marquages au sol, c'est du plastique, parce que c'est de la peinture, et ça va se retrouver dans la nature aussi. Le paillage plastique, vous avez tous vu dans un champ des paillages un peu, la qualité elle est plus trop là, et les oiseaux qui sont passés, ils ont tout ravagé. Ça se retrouve aussi dans les sols. Et puis en plus parfois il y a des petits problèmes d'enfouissement de ça, parce qu'on n'a pas trop envie de gérer les déchets, parce que parfois ça coûte un peu cher. Mais il y a l'usure, l'usure de ces produits. On a aussi le problème de la dégradation. Donc l'usure, ces produits ne vont pas se dégrader comme on a l'habitude de connaître. Ça, c'est un tableau des bioplastiques. Mais les bioplastiques représentent globalement la thématique plastique. C'est-à-dire que dans l'environnement marin, en fait, c'est en fonction des types d'environnement qui vont se dégrader. Dans la mer, ça va se dégrader différent que dehors, ça va se dégrader différent que dans le sol, ça va se dégrader, etc. Et ça c'est une étude qui montre comment est-ce que les plastiques qui sont acceptés, les bioplastiques qui sont acceptés par l'Union européenne, se dégradent dans les différents environnements. Donc il y a le PHA et le TBL qui arrivent à se dégrader dans à peu près tous les systèmes, mais le PLA par exemple ne se dégrade pas dans l'eau, ne se dégrade pas, etc. Ils ont besoin de conditions très spécifiques. Pourquoi ils ne se dégradent pas? C'est parce qu'en termes moléculaires, ça va se couper en petits morceaux. On a dit que c'était des spaghettis ou des cheveux ou quoi que ce soit. Si vous coupez votre spaghetti en deux, c'est que quand il va se dégrader, il va se couper en deux, puis il va se couper encore en deux, puis il va se couper encore en deux. Ça indéfiniment, mais il ne va jamais ne plus rester de spaghetti. Il restera toujours un micro truc. Et jusqu'au niveau, et là on le verra un peu après, jusqu'au niveau de la taille de l'ADN. Et après, il ne bouge plus. Il se balade. Et donc ces 79%, ils vont aller là. Et donc, autre élément, c'est les accidents. Donc les envols de sacs plastiques, les pertes de filets de mer par exemple, la tempête en 99, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Ou même, chez soi, parfois on a fait tomber un truc d'une poche. Et plus on aura de produits en plastique, plus ça va tomber. En fait, la fuite, elle est obligatoire. Même si on réussit le recyclage, même si on fait au mieux le recyclage, la gestion, etc.,
Si on a des produits qui ont des caractéristiques qui vont les amener à se dégrader, qui vont les exposer à des accidents, on va avoir une fuite à un moment ou à un autre. On a aussi ce qu'on appelle les dépôts sauvages. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut lutter. Les dépôts sauvages concentrés, donc tout ce qui est les grosses déchetteries, etc. Les dépôts sauvages diffus, donc tout ce qui est les mégots et autres. Donc ça aussi, on peut avoir toute une utilité. Et ici, il y a beaucoup d'acteurs qui agissent là-dessus. Et les dépôts contraires au règlement de collecte. Donc là, après, ça, c'est à l'administration d'arriver à gérer un peu les flux, qui parfois peuvent être un peu trop importants, notamment sur les zones touristiques, où on va avoir des surcharges de flux, des pics de flux beaucoup trop importants pour gérer, en fait. Et là, on va avoir peut-être potentiellement des mouettes. Bon, je viens de Bretagne, du coup je fais beaucoup d'illusions marines, mais on va avoir des mouettes ou je ne sais quoi, ou des belettes qui vont attaquer les sacs plastiques, ou le petit chat qui va attaquer le sac plastique, et tu vas pas être content, mais bon, mine de rien, tu vas te retrouver avec la moitié de tes plastiques qui vont être dehors, quoi. Tout ça pour dire que tu t'as beau être le meilleur des élèves de la Terre, un jour ou l'autre, tu vas quand même le diffuser, le truc. Et donc comment ça se dégrade? Pour comprendre un peu. On a un premier processus avec une botte par exemple. On a une dégradation superficielle, une casse, un truc. Ça commence par ça. Ensuite, on va avoir donc ça s'appelle la fragmentation. C'est au niveau macro, quoi. Ensuite, on va avoir la dégradation. Donc, comme je l'ai évoqué, c'est un peu des longues chaînes. C'est un peu des chaînes entremêlées, etc. Et les chaînes, elles vont se casser les unes aux autres, grâce à l'effet du vent, à l'effet et autres. Puis, ce qu'il n'y a pas en fait du côté du plastique, c'est l'assimilation. Ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire c'est des enzymes, des micro-organismes ou autres, qui vont aller manger un peu les atomes qui sont collés les uns aux autres et qui vont les minéraliser, qui vont les changer soit en minéraux, qui vont les amener sinon à d'autres éléments. Et ça, en gros, ça c'est l'étape qui ne passe pas. C'est le take-off qu'il n'arrive pas à faire. Et ça, c'est le gros problème, et c'est le problème qui a des gros enjeux parce qu'en fait, il va être de plus en plus petit, donc de plus en plus léger, et donc il va suivre le cycle de l'eau. Il va suivre le cycle de l'eau, il va passer par les rivières, les cours d'eau, il va monter jusque dans les nuages. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'il y a des plastiques dans l'eau de pluie. Il y a une concentration plus importante des plastiques dans l'eau de pluie que dans l'air. Donc ils ont mis un espèce de robot dans une forêt qui s'ouvre quand ils ont mis deux robots. Un qui s'ouvre quand il pleut et qui se ferme quand il fait beau, et un qui s'ouvre quand il fait beau et qui se ferme quand il pleut. Et ils ont vu qu'il y avait une grosse différence en fait, de microplastiques dans les éléments. Et donc on va le retrouver un peu partout, même dans les eaux courantes. Il y a la seule étude qui a été faite au niveau national, c'est au Danemark en 2017. Et au Danemark en 2017, dans toutes les eaux courantes du Danemark, il y avait des microplastiques. Mais bon, en même temps, si on nous dit ça, c'est cool, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment un problème si j'en mange tous les jours? J'ai beau manger une carte bleue, est-ce qu'il y a des enjeux? Ah, on verra juste après. Et du coup, l'identification des plastiques, il en existe plusieurs. On a les macros, qu'on connaît majoritairement, qui vont jusqu'à la forme du grain de riz, du grain de maïs. Après, on a tout ce qui est microplastique, donc ils vont du grain de maïs jusqu'à... Alors, ce qu'on a... Donc là, ça, c'est une chaîne moléculaire. Et là, ce qu'on a là, ça, c'est un tissu musculeux. Ici, là. Et puis après, c'est des bactéries. Ensuite, c'est le chromosome. Le dernier, là, c'est le chromosome. C'est-à-dire que le plus bas du plastique, il fait la taille d'un chromosome. Et il ne bougera pas après. Enfin, si, il bougera chez vous, mais il ne descendra pas plus bas. Dans une étude qui a été publiée, du coup, ça, c'est à peu près la répartition qu'on a dans l'océan Pacifique. Il y a un effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a un tonnage qui est important en mégaplastique, 42 tonnes, mais par contre en surface, c'est à peu près petit, c'est 3,5 tonnes, 3,5 déchets par kilomètre carré. Par contre, quand on arrive sur les microplastiques, on a 3,2 millions de déchets au kilomètre carré, donc 3,2 millions de microplastiques au kilomètre carré. Et on a 6,4 tonnes. Donc en fait, le problème, c'est un problème de dispersion. C'est un problème vraiment de dispersion. Le plastique est partout. Il répond à sa définition qu'on a vue au départ, c'est-à-dire qu'il est relatif au modelage. Il se moule à tout. Et donc cette dégradation, ça amène une contamination vraiment totale, parce que le fait qu'il soit aussi petit... Ma slide. J'ai plus internet ou quoi? Ah, c'est bon, c'est revenu. Je suis désolé. Alors, voilà. Et donc quel est l'impact de ça? Ils sont plusieurs. Un plastique, c'est un peu, pour arriver à le faire, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, pris comme tel, c'est pas super long. Ce qu'il faut, c'est rajouter du sel, il faut rajouter du thym, il faut rajouter du poivre, il faut rajouter des épices à fond. Et là, tu vas avoir un truc exceptionnel, tu vas avoir un truc génial.
Et donc, sauf que le sel, le thym, le poivre, l'équivalent, c'est un peu des produits chimiques, des plastifiants, voilà, des calcaires, tu vas avoir des retardateurs de flamme, des anti-UV. Mais c'est pas mal, hein. Ça permet de conserver le matériau super longtemps. Le gros problème, c'est qu'en fait, ou du brome, par exemple. Le gros problème, c'est qu'en fait, derrière, il va y avoir un transfert qui se fait. Il va y avoir un transfert de ces molécules jusqu'au corps humain, notamment quand il y a un contact régulier, notamment quand on pense aux vêtements. C'est pas mal d'acheter des vêtements de seconde main parce qu'ils perdent très rapidement beaucoup de leurs additifs après quelques utilisations et après quelques lavages. Mais pareil, par exemple les emballages, etc., il y a des transferts, même si on veut limiter, il y a quand même des transferts qui se font. Et on peut le voir notamment face aux demandes de plastifiants. Tout le monde a entendu parler des phtalates. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les phtalates. C'est un peu c'est comment dire, un perturbateur endocrinien très très important. Et c'est pourtant 38% de la, et donc c'est 38% de la demande en DEHP et DIDP. Donc tout ça c'est des phtalates. Le DEHP et le DINP, c'est les phtalates. Et ça c'est la demande mondiale d'additifs. Sachant que voilà, on arrive sur 70% quasiment qui sont des additifs polluants et qui sont en contact régulier. Les enjeux, c'est perte de QI, retardateur de croissance, cancer de la prostate, cancer du sein. Important les cancers du sein. Et en fait, pour la petite anecdote, vous avez entendu parler du bisphénol A. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, le bisphénol A, ça a été inventé à la fin du 19e siècle. Et au départ, c'était un scientifique qui voulait lutter contre la ménopause. Et il voulait en fait que ça dure plus longtemps. Et donc, il a utilisé le bisphénol A parce que c'était ça ressemblait beaucoup aux hormones, en fait, féminins. Et 40 ans plus tard, ils l'ont mis dans du plastique. Ils se sont fait « Ouah, trop bien !» C'est tout plastifié. Et depuis, on l'a utilisé comme plastifiant. Un plastifiant, c'est ce qui va faire la différence entre un PVC de maison et un PVC qui recouvre le cahier de ton enfant. Tu vois, c'est un PVC. C'est hyper souple. Mais les deux, c'est du PVC. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plastifié et l'autre, il ne l'est pas. Donc ça va, en fait, ça va le rendre souple. Donc c'est vachement pratique pour les films, etc. On va arriver à faire ça. Mais le gros enjeu, c'est les transferts d'additifs. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est cette grue là, ce qu'on appelle les macroplastiques, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est grand jusqu'à la taille d'un grain de maïs, quoi. Les enjeux, je pense que tout le monde est à peu près au courant, étranglement, enchevêtrement, ingestion. Il y a les 3/4 des phoques qui sont concernés, toutes les espèces de tortues, toutes les espèces de baleines. En tout, c'est près de 350 espèces qui sont concernées. Ça, c'est un gros enjeu. Mais l'enjeu le plus important, c'est quand même les microplastiques. Parce que les médias, c'est bien, parce qu'ils aiment bien montrer ça, c'est une vraie réalité, hein, les macroplastiques. Ou les filets flottants, etc. Mais en fait, ça cache un peu, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Et comme on l'a vu avec les effets de volume, en fait, plutôt, avec 3,4 millions de déchets au kilomètre carré, c'est ces petits-là. L'enjeu, c'est... ils vont avoir plusieurs éléments. Ils vont se caler par exemple sur des éléments type plancton, phytoplancton, zooplancton, qui vont leur empêcher d'avoir de la photosynthèse, donc les empêcher de se développer bien. Ils peuvent même s'assimiler dans le corps, donc parfois ils sont par-dessus la photosynthèse et en fait ils ont un système de création un peu de peau, les zooplanctons, et en fait comme c'est dessus, ça va petit à petit passer en dessous. Ça va rester bloqué entre les deux. Ça va aller chez les organismes filtreurs, donc les huîtres, les moules, etc. Et ça va les empêcher de bien filtrer, tout en leur créant des petits problèmes en termes de digestion, parce qu'ils vont avoir besoin de plus d'énergie pour digérer, donc parfois ils vont avoir du mal pour se reproduire parce qu'ils ont donné toute l'énergie qu'ils avaient pour digérer. C'est notamment aussi le cas pour les coraux. On va avoir des grosses déformations structurelles, parce que parfois ils vont créer des dommages. Et parfois, faut imaginer que les plastiques, c'est des petits îlots qui se baladent. Et dessus, il y a soit il y a des produits chimiques, soit il y a des petits microbes qui viennent se poser et qui tapent leur petit village, leur meilleur barbecue, et qui vont se balader un peu le long de l'océan et qui vont parfois transporter des maladies du Japon jusqu'en Amérique latine. Donc, il y a des petits enjeux là-dessus. Et puis parfois, si les microplastiques, quand ils sont dans l'océan, ce sont des aimants à métaux lourds. Un métaux lourds, c'est pas terrible, je crois que c'est pas ouf. Et du coup, quand ils se font avaler,
les plastiques, et ben en fait ils vont à la fois diffuser les additifs qu'on a vu plus tôt auprès des poissons et des phytoplanctons, des zooplanctons et tout ça. Ils vont aussi diffuser les métaux lourds qu'ils ont avec eux. Et puis ils vont créer tous les autres problèmes aussi de mauvaise digestion. Et donc c'est un super cocktail qui pose de vrais gros enjeux. Puis voilà, et donc en fait on a deux risques, le risque chimique et le risque physique. Donc et ça sur toute la flore, il y a un double effet, c'est que ça va rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc en fait on passe du zooplancton et en fait le zooplancton il se fait manger par plus grand, etc. Et en fait on va avoir des héritages là-dessus jusqu'à aller chez l'homme qui va récupérer derrière une bonne partie. Donc voilà, donc là on a une bonne contamination humaine. La majorité de la contamination humaine, elle se fait à travers de l'eau courante de la bière, des crustacés. Ça c'est les études qui ont été menées. La bière, j'étais pas du tout au courant d'ailleurs, mais apparemment il y a de la bière, il y a de la microplastique dans la bière. Donc voilà, et dans le sel aussi. Beaucoup dans les sels de mer, du coup on va en retrouver. Et donc on a une vraie importante contamination. C'est notamment ça qui explique la carte bancaire toutes les semaines avalée. Mais encore une fois, c'est bien de savoir qu'on mange une carte bancaire, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est l'effet d'avoir une carte bancaire avec nous, quoi. Et donc tout ça, c'est des risques qui sont encore très méconnus, parce que c'est notamment là récemment, on vient de découvrir des microplastiques et des nanoplastiques dans le sang humain. Ça a 3 mois, sachant qu'ils attaquent les globules rouges, et on en a retrouvé dans les fœtus. On en a retrouvé, en fait, on en est qu'au début. Il faut imaginer que la connaissance sur les plastiques, on en est qu'à même pas 10%, plutôt 7% sur la contamination. Donc vraiment, on va aller de plus en plus important, et dans une société qui, en plus, comme on l'a vu plus tôt, en fait, est éminemment intriquée. Son développement industriel et la logique de notre consommation est éminemment impliquée avec cette production-là. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas à moi de juger. C'est juste des faits. Après, on en fait ce qu'on veut. Et ça, voilà, ça c'est la prévision des microplastiques du coup dans les océans jusqu'en 2050. Donc on suit en fait à peu près la courbe de production. Ça c'est quand même voilà, ce qui s'appelle l'inconnu. Pour des investisseurs, les investisseurs ils n'aimeraient pas voir que leur courbe de risque c'est ça quand même. Tout à l'heure on parlait de start-up, là, un peu différent. Et donc là on arrive aux nanoplastiques qui sont un peu la face. Alors quand je disais qu'on connaissait pas grand chose sur les microplastiques, alors les nanoplastiques on en connaît encore moins. C'est tellement petit, ça fait vraiment la taille là de la cellule, de la bactérie. Alors là on va le retrouver, on a mis des nanoplastiques dans des planctons et on les a mis phosphorescents pour les voir. Ça on les voit dans la tête là par exemple. Ça c'est des tout petits mollusques qui les ont. Et donc il y a un problème, c'est qu'il y a un rapport taille-surface qui est inversé, c'est-à-dire que la courbe de risque elle est comme ça. C'est-à-dire que moins t'en as, plus c'est dangereux. T'as un endroit au milieu qui est pas trop mal, où ça passe, et puis t'as un endroit où c'est trop saturé, et là c'est dangereux. En fonction, j'ai pas tout compris encore pourquoi taille surface il y a un problème, mais il y a un problème taille surface. Plus c'est petit, plus il y a de surface, apparemment. Et donc il y a de gros problèmes, et on en est qu'au début de la recherche. Les recherches elle a 5 ans, même pas. Et donc les enjeux c'est les mêmes que pour les microplastiques, mais un peu au-dessus, et puis il y a une permanence. Le gros enjeu, c'est qu'il y a une permanence. On a vu ça au niveau des huîtres. On a mis des huîtres en milieu pollué. On a mis leurs enfants en milieu non pollué. Et il y avait des problèmes de retardateurs de croissance, des malformations, etc. qui restaient dans la génération non polluée. Et ça montre, c'est un indicateur notamment qu'il y a des transformations au niveau de l'ADN. Et donc en fait, il y a des vraies transformations sur du long terme, même si ça se passe bien. Donc en fait, l'enjeu du plastique, plus que les animaux, plus que même si c'est une vraie thématique, les animaux, etc. On est sur une transformation totale du vivant. Et ça, c'est un peu inquiétant. La question, c'est comment agir. Comment agir? Bon, après, on a les fameuses solutions qu'on connaît tous. Réduire à la source, réutiliser, réparer, composter, recycler, etc. C'est bien. Ce qui est vachement important, et ce sur quoi on milite, nous, chez Utopia, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Les transformations qui se sont opérées dans les années 60-70, comme on l'a vu, elles ont eu pour base principale la formation. On a créé les diplômes. Aujourd'hui, tout le monde est diplômé, etc. Mais dans les années 60, il n'y avait pas autant d'écoles qu'aujourd'hui. Les savoir-faire n'étaient pas autant développés. Il a fallu créer des écoles d'agronomie. Il a fallu vraiment créer beaucoup plus d'écoles d'ingénierie. Il a fallu moderniser les métiers. La clé de la transition, c'est la formation. C'est la formation dans les cycles scolaires, c'est la formation dans les études supérieures, c'est la formation auprès des citoyens, c'est la formation dans les entreprises et organisations pour comprendre à la fois quelles sont les transformations en cours,
quelles sont les dynamiques à aborder et comment est-ce qu'on peut arriver à lutter ça tout en restant dans un minimum de confort, parce qu'on ne va pas non plus repartir comme à l'ancienne. Il va falloir qu'on trouve un modèle un peu voilà, qui s'inspire de l'un et de l'autre. L'autre élément, c'est dans votre entreprise, il faut innover et expérimenter dans l'offre de produits et services. Donc là, c'est assez clair, hein, avoir des produits responsables, comme on l'a vu plus tôt, limiter le facteur de diffusion. En fait, si on peut s'éviter le plastique, c'est mieux. Donc penser vraiment le cycle de vie de son produit et réduire tout ça. On a dans la question des usages, donc avoir le geste de tri, entretenir, réparer, etc. On a les modèles économiques. Si on prend, je vais vous parler d'un business model en Afrique. Il y a je crois que c'est un type, je crois que c'est du Sénégal. Il a fait un business qui est assez intéressant. Il allait voir les personnes âgées en récupérant les plastiques et il leur faisait un système de points comme chez Total. Et puis il récupérait un micro-ondes, un grille-pain, etc. en fonction d'un nombre de points. Et donc c'est une population qui n'a pas du tout l'habitude de trier, qui n'est pas trop, même s'ils ne consomment pas de ouf, ils n'ont pas trop l'habitude de trier. Ils aiment bien le système d'avoir un grille-pain, un truc comme ça, et au final, et surtout ils ont de l'interaction sociale. À l'époque où on paye des facteurs pour aller voir les personnes âgées, en fait c'est ça l'ESS, c'est inventer des nouveaux modèles économiques qui permettent à la fois de répondre à un besoin social, un besoin économique et un besoin environnemental. Et puis il y a la gouvernance et l'organisation, les nouveaux modes d'organisation, les nouveaux modes de l'ESS, l'entrepreneur social, arriver à travailler de manière mutualisée. Mutualiser par exemple les déchets. Je sais qu'il y a une entreprise à Paris qui fonctionne par exemple pour les gros déchets. Par exemple les fours, les gros fours, les gros frigos, ils ont plusieurs clients et dès qu'ils arrivent à avoir suffisamment de clients, ils font une tournée, ça réduit les coûts en fait de la gestion des déchets. Et en tout cas il faut innover. Il faut innover et il n'y aura pas de modèle enfin il y aura des modèles j'en ai dit quelques-uns, mais bon, le mieux c'est de tester, C'est comme Interface, une entreprise qui est basée au Nasdaq, donc le CAC 40 américain. Dans les années 90, il a décidé de changer tout son business model. Il était eux, ils font de la moquette. Autant dire qu'à l'époque, ils faisaient de la moquette avec du goudron, ils balançaient maximum de produits, ils se faisaient plaisir. Et il a lu un bouquin environnemental, il s'est réveillé le lendemain, il a dit on va tout changer. Et ils ont viré leur fournisseur qui était Dow Chemicals, enfin ils ont tout changé, ils ont pris une petite entreprise en Italie, ils ont tout réinvesti, changé tout leur système productif, tous les 5 ans ils changent leur machine. Et aujourd'hui, ils ont atteint la neutralité carbone il y a 5 ans. Objectif en 90, c'était neutralité carbone en 2015 et ils l'ont atteint. Aujourd'hui, ils ont rajouté des objectifs et ils vont encore au-delà. Et ils n'ont pas pensé à la rentabilité économique au départ, ils ont juste fait des investissements. Et a posteriori, ils ont vu qu'en fait, les investissements qu'ils ont mis en place et les bénéfices qu'ils en ont tirés couvraient en fait. C'était rentable. Mais ils n'ont pas fait ça dans une logique de rentabilité. Donc la meilleure des choses, c'est expérimenter, innover, tester tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui marche. Parce que personne ne vous donnera la solution. On est face à quelque chose d'extrêmement nouveau, dans une société où tout est un peu compliqué, et parfois on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais si ça marche, voilà. Et puis voilà, établir des KPI, ça c'est bien aussi quand même, de mesure d'impact, évaluer les risques, avoir des indicateurs de suivi et performance. Ça c'est notamment notre rôle. Et puis soutenir la recherche, parce que comme je l'ai évoqué plus tôt, la question des plastiques elle est extrêmement récente. Ça c'est le nombre de publications scientifiques qui paraissent chaque année, depuis les années 70. On voit qu'elle est en constante hausse, mais parmi ces publications scientifiques, c'est 90% de sciences dures. C'est-à-dire de la biologie, de la chimie, etc. Mais sciences sociales, les sciences économiques, les business, la sociologie, etc., c'est que les 10% restants. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir plus d'informations, il faut qu'on soit plus armé pour arriver à faire face à ce sujet. Et donc ça, c'est aussi un des gros besoins pour demain. Et donc ça, c'est notre contribution à nous, un peu. Nous, on réalise, comme je l'évoquais plus tôt, une encyclopédie. Notre objectif, c'est comme vous l'avez vu un peu en condensé là, mais c'est vraiment de comprendre quelles ont été toutes les transformations qu'on a vécues pendant ces 2 derniers siècles. Quelle a été la place du plastique dans cette transformation? Qu'est-ce que les enjeux à venir nous disent sur les besoins de société? Et comment est-ce que ces besoins de société se transforment en réalité concrète pour les citoyens de tous les jours? Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire une transition aussi en ayant une transition citoyenne et pas forcément une transition par tous et pour tous. Ça, c'est nos gros enjeux. Pour ça, on met notamment en place des laboratoires citoyens. Donc, c'est des conférences qu'on réalise dans des villes ou auprès d'acteurs. On fait un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met un peu une mise à niveau en présentant la thématique et après, on débat
pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ou qu'est-ce qu'on peut faire à plus large échelle. Qu'est-ce que ça nous dit cette solution? Est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience à partager? On essaye vraiment d'amener ce sujet-là. Nous, on a travaillé sur ce sujet, on veut le donner aux gens et qu'ensuite on arrive à construire avec ces gens-là une compréhension plus fine, de nouveaux éléments et jouer sur l'intelligence collective pour alimenter cette encyclopédie toujours plus. Et on fait des formations auprès d'entreprises, auprès de scolaires, enfin d'étudiants, même des animations aussi auprès de scolaires. Et l'aboutissement, et donc après, là ça fait 3 ans qu'on travaille sur l'encyclopédie. Normalement, on aura bien avancé dans l'année prochaine. Et en 2023, en septembre 2023, on va partir en expédition autour de l'Atlantique à bord d'un vieux gréement, un bateau en bois qu'on restaure. Et à son bord, on fera des documentaires pédagogiques. On fait tout un travail déjà, on fait un travail de restauration sur le bateau, donc on fait des chantiers participatifs, etc. Pendant l'expédition, on fera des études comparatives, donc on verra des enjeux locaux, l'aménagement du territoire et la gestion des déchets au Sénégal par exemple, le coût environnemental et économique du tourisme au Maroc, les pratiques médicales et hospitalières à Cuba, etc. Et on va les comparer par rapport à ce qu'on a vu en Europe, tout en faisant des web documentaires et en allant voir les acteurs locaux pour leur partager et recevoir aussi de leur expérience. Donc ça c'est un peu notre projet. Donc en conclusion, voilà, le matériau plastique, c'est un matériau qui est génial. Enfin, comme on l'a dit, il a les défauts de ses qualités. Il est exceptionnel, il a permis des avantages exceptionnels, mais il a les défauts de ses qualités. Et puis surtout, il s'inscrit dans une logique de consommation de masse. Comme on l'a vu, aujourd'hui, on est dans des cycles de vie de plus en plus courts, avec des produits de plus en plus à obsolescence programmée. Et donc il faut repenser nos usages, il faut repenser nos produits, en sachant que l'impact de chacun des matériaux qu'on utilise, là on parle du plastique, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver un spécialiste par type de matériau qui est présent dans un ordinateur par exemple. Et donc il faut bien réfléchir à nos produits, il faut réfléchir à nos organisations, il faut se rendre compte que les critères de dispersion, la pollution, ce ne sont pas des choses dans le vent, c'est des choses réelles, et c'est des choses qui, au pire, si on se dit, au pire, ça concerne que les animaux, c'est pas forcément que vrai. Ça concerne aussi les humains, pour ceux qui veulent laisser les animaux dans leur coin. Donc en tout cas, j'espère que vous engagerez à essayer de contribuer au mieux que vous pouvez, que ce soit dans votre foyer ou, moi j'invite dans les entreprises, à évoluer sur cette thématique, et j'espère qu'au moins, vous en aurez appris un peu sur ça, sur le matériau. Et je suis ouvert à toute question quand vous voulez. Voilà. Vous avez des questions? Ouais. Tiens. Alors attends. Hop là. Tiens. Du coup, vous parliez de faire des labos entre citoyens. Ouais. Comment ça se passe et quelle est la suite en fait après les échanges? Est-ce qu'il y a des mises en place d'actions, des appels à projets, enfin voilà, comment ça se passe? Alors l'objectif des labos citoyens, c'est de mobiliser des acteurs donc, sur le territoire. Donc nous, on va former par exemple un bénévole ou une structure qui veut le mettre en place, qui va ensuite faire ça. Derrière, si les acteurs veulent participer, déjà il y aura une retranscription de l'événement et des débats. Si les acteurs qui ont participé veulent organiser d'autres labos pour faire d'autres débats et participer encore plus aux autres thématiques, ils peuvent le faire, sinon ils peuvent passer le niveau supérieur et ils peuvent du coup rejoindre l'équipe de recherche de l'association et participer à l'encyclopédie avec les sujets qui les intéressent et potentiellement aussi écrire des articles, rentrer dans une logique plus de consommateur mais de producteur. Derrière aussi, ça c'est l'ambition à moyen terme aussi, c'est qu'on offre une grille, ça c'est quand on aura le temps de le faire, c'est offrir une grille d'action à un niveau local, c'est-à-dire aller voir faire de la recherche citoyenne, c'est-à-dire que par exemple, mettons, tu habites à Angers, que tu remplisses un peu une feuille où il y a écrit à Angers, il y a un système de traitement des eaux qui fonctionne ainsi. Il y a un système de traitement des déchets qui fonctionne ainsi, qu'on ait une grille avec les mêmes rapports et que dans toutes les villes de France on fasse un peu ça ou même à l'étranger pour bénéficier de l'effet collectif. Ce qui évite de, par exemple, plutôt que payer une étude au niveau français, autant de demander 1000 Français qui habitent dans 1000 villes de faire une étude sur leur ville, mais avec la même méthodologie, et tu les compiles en un seul et tu as une grosse étude. C'est un peu ça, nous, notre objectif de la recherche citoyenne, ça c'est un peu sur ce sur quoi on travaille, c'est mettre en place une recherche, pas une recherche participative où un scientifique va donner un cadre et machin, mais plutôt d'offrir un cadre et une compréhension à ses acteurs pour qu'ils puissent créer de l'information utile à tout le monde. Pour ensuite, derrière, aider ceux qui veulent entreprendre
pour identifier un besoin et donc créer des entreprises. Et donc là, pour créer des entreprises, nous on apporte l'expertise. On leur dit, par exemple, si on prend le secteur textile, on remarque qu'avant l'arrivée du coton, le lin, le champ, c'était bien. Donc si vous êtes dans le textile, essayez d'investir sur l'industrie du textile. Si vous êtes designer, ou dans la mode, essayez de valoriser le matériau textile parce que c'est des matériaux d'avenir. Et c'est ça la contribution individuelle par rapport à sa formation à la transition. C'est vraiment, et c'est ça l'objectif en fait de ça, c'est de montrer quelle est l'application concrète en entreprise, enfin dans le milieu professionnel et dans le milieu économique de la transition. Ça va? Parfait. Quelqu'un d'autre a une question? Je me demandais comment vous financez. Alors pour le financement, on fonctionne sur 3 pans. Donc à la fois on a des subventions de fondations ou d'organismes publics, type le département Finistère. On a des partenariats, notamment avec quelques entreprises. Et on fait de la formation. Donc c'est l'aspect formation, donc on essaye de garder ce triptyque. Après voilà, on n'avait pas des gros investissements, ça nous a pris beaucoup de temps pour avoir notre contenu, parce qu'au départ, quand on disait aux gens, on va faire une grande étude sur le plastique, etc., ils nous disaient bon chance, et vous n'allez pas y arriver. Maintenant, on a de plus en plus d'éléments, et donc c'est bon, donc on va se rapprocher des acteurs pour pouvoir leur proposer nos formations, et être un peu plus reconnus. Et puis surtout, maintenant qu'on a le contenu, on va pouvoir montrer aux acteurs institutionnels concrètement qu'est-ce que c'est qu'une recherche et l'utilité de notre recherche, et on espère toucher plus de subventions là-dessus. Et la subvention, il faut savoir que par contre la recherche est faite à titre bénévole. Aujourd'hui, la majorité de nos revenus, enfin la majorité de nos fonds, sont dédiés à l'organisation de l'expédition et la restauration du coup d'Aquarelle, le bateau de l'association. D'autres questions? Même sur les plastiques, hein, sur l'histoire ou des choses comme ça que vous ne connaissez pas. Parfait. Merci beaucoup à vous.